Moraes, veuillez-vous lever. Please be seated. Le président, avant que je ne rende la décision de la Chambre, eu égard à la question dont nous débattions avant la pause, je tiens à informer les partis qu'une décision a été déposée aujourd'hui dans laquelle sont incluses les modalités du procès. Donc, je vous parle en ce moment d'un amendement aux modalités du procès. Donc, dans la décision en question, vous trouverez une nouvelle modalité qui porte sur la nécessité d'obtenir un rapport régulier d'un psychiatre indépendant à raison d'un rapport tous les 2 mois. La Chambre a examiné avec attention tous les arguments présentés par les partis et rejette la demande de suspension. La présente décision sera rendue par écrit avec exposé complet des motifs, mais pour le moment, je me contenterai d'explications synthétiques et simples dont le libellé ne doit pas être considéré comme faisant foi. La Chambre considère qu'aucun motif médical objectif n'a été établi qui indiquerait que l'accusé est dans l'incapacité de suivre les débats, sinon dans le prétoire, pour le moins par voie de conférence vidéo. Encore une fois, les motifs seront exposés par écrit dans une décision qui sera rendue très prochainement. La demande présentée par la défense portait sur une suspension des débats et sur une ordonnance demandant examen psychiatrique de l'accusé de façon à exclure toute possibilité que pour des raisons psychiatriques, l'accusé soit déclaré inapte à assister à la suite de la procédure. Donc, par les motifs que je viens d'exposer, cette possibilité est bien entendu implicitement rejetée et les détails seront fournis dans la décision écrite. En raison de la décision rendue aujourd'hui, que vous n'avez sans doute pas eu encore la possibilité de lire, mais que vous comprenez bien, elle a été rédigée en une quinzaine de minutes suite à notre débat de tout à l'heure. La Chambre attend sans délai un nouveau rapport psychiatrique. La Chambre a réfléchi aux conditions dans lesquelles les débats pourraient se poursuivre et elle demande au greffe d'adresser une copie des lignes qui suivent au quartier pénitentiaire des Nations Unies de façon à ce que M. Stanisic soit informé de la décision que la Chambre a rendue et notamment du fait que la demande de suspension a été rejetée par la Chambre au motif qu'aucune raison médicale objective n'a été établie qui justifierait que l'accusé soit déclaré inapte à suivre le procès, sinon dans la salle d'audience, pour le moins par voie de conférence vidéo.
Ceci pourrait permettre à l'accusé de poursuivre sa réflexion quant à sa volonté de suivre les débats à partir de la salle équipée du système vidéo au quartier pénitentiaire. À cette fin, nous allons suspendre une nouvelle fois et la Chambre indique qu'elle aimerait, dès lors que ce message aura été communiqué à l'accusé, savoir si l'accusé souhaite suivre les débats par voie de conférence vidéo, car d'après ce que je crois savoir, ceci pourrait avoir une influence sur la durée des différentes parties de l'audience. Par conséquent, la Chambre voudrait être informée, si possible dans les 15 minutes à venir, de l'avis de l'accusé sur ce point suite à consultation de ce dernier. Nous reprendrons donc nos débats à 16h15.
Moraes, veuillez-vous lever? Please be seated. The chamber received a copy. Le Président, la Chambre a reçu un email envoyé par Fraser Gilmour un courriel qui était adressé à une personne en particulier au sein du greffe, et je vais en donner lecture pour le compte-rendu d'audience. D'abord, on trouve mention du nom du destinataire, puis les mots qui suivent. Je viens de parler avec M. Stanisic avec l'aide d'un assistant linguistique afin d'éviter tout problème d'interprétation erronée. Je lui ai expliqué la situation et je lui ai communiqué ce que la Chambre souhaitait savoir, c'est-à-dire s'il souhaitait participer au débat par voie de conférence vidéo. M. Stanisic a rejeté cette opportunité. Fin de citation. Puis, un peu plus loin, nous lisons, je cite, « J'ai laissé un exemplaire de la portion concernée du compte-rendu d'audience à M. Stanisic afin qu'il puisse la lire au moment qu'il jugera le plus approprié, fin de citation. Puis, nous trouvons un peu plus loin les mots suivants. Je cite, « La Chambre a réfléchi aux possibilités de poursuite de la procédure et aimerait que le greffe, fin de citation. » On trouve ces mots au compte-rendu d'audience à 15h58 minutes 41 secondes et cela se poursuit jusqu'à 16h00 minutes 34 secondes. Les derniers mots consistant à dire que le résultat de la consultation devrait être communiqué à l'accusé. Puis, nous avons le mot « cordialement ». Donc, ceci étant consigné au compte-rendu d'audience et compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes, nous allons poursuivre. Maître Knops. Monsieur le Président, oui, Maître Knops. Puis-je brièvement, avant le début de la présentation des moyens de l'accusation aujourd'hui, avant le début du propos liminaire de l'accusation correction de l'interprète, puis-je présenter une demande à la Chambre? Nous demandons humblement à la Chambre de faire savoir au greffe, si possible, que le premier rapport psychiatrique devrait être à disposition avant le 29 juin. Nombre de raisons peuvent être invoquées à l'appui de ma demande, mais l'une des raisons, c'est que, interrompu par le Président, oui, Maître Knops, c'est une demande qui peut être aisément traitée à un autre moment de façon informelle y compris. Concentrons-nous aujourd'hui sur la raison de notre présence ici et ensuite nous déciderons qui consiste à savoir s'il convient de poursuivre ou pas, et les parties pourront ensuite s'expliquer. Chacun doit bien entendu être conscient des conséquences négatives que pourrait avoir une mauvaise utilisation du temps octroyé au tribunal. Nous sommes limités du point de vue temps et il va sans dire que la Chambre a déjà pris l'initiative nécessaire pour obtenir le premier rapport dans les délais les plus brefs possibles, étant donné également la nécessité de rapports réguliers. Mais je vais vous expliquer. Pour que des communications informelles puissent avoir lieu, il faut trois choses. Il y a d'abord la possibilité d'une communication bien concrète qui consiste en un échange ne laissant aucune trace au compte-rendu d'audience.
comme par exemple le fait de dire nous passons demain de la salle numéro 1 à la salle numéro 2, ce genre de choses. Mais si la communication est d'une quelconque importance sur le fond, il faut qu'elle soit consignée au compte-rendu d'audience dans les conditions où je viens de le faire, par exemple, aujourd'hui. Et si la communication est d'une grande importance, la Chambre invite les parties à déposer des écritures à ce sujet. Veuillez poursuivre. Le message est clair, je crois, Maître Knops. Maître Knops, je vous remercie, Monsieur le Président. Le Président, Monsieur Groom, compte tenu du fait que Monsieur Stanisic n'a pas décidé de suivre la procédure, ceci implique que nous suivrons l'horaire habituel des audiences. Autrement dit, il nous reste 2h30. J'espère que cela ne nuira pas à votre plan de présentation puisque vous pensiez disposer de 3 heures. Monsieur Groom, selon mes estimations, Monsieur le Président, il faudra 3h30 pour la présentation du propos liminaire. Le Président, 3h30. Eh bien, je m'en remets à vous. Au moment où vous souhaitez que nous fassions la pause, nous sommes relativement souples s'agissant de la pause. Veuillez poursuivre. Monsieur Groom, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, avant de commencer, je voudrais présenter un certain nombre d'éléments de preuve et d'autres documents sur diapositive. Si la Chambre et les parties veulent bien appuyer sur le bouton prétoire électronique, chacun pourra trouver les images dont je parle. Je demanderai également à Monsieur l'huissier, à Madame l'huissier, correction de l'interprète, de distribuer au juge de la Chambre et aux représentants de la défense ces diapositives. Il est possible que nous soit donné la possibilité de lire l'intégralité du texte. 2 exemplaires pour la défense, 1 pour chaque accusé et 1 pour le conseil principal. Monsieur le Président, j'aimerais commencer mon propos liminaire par les mots de Monsieur Jovica Stanisic en personne. Je cite, « Nous entrons en ce moment dans la phase décisive du combat destiné à réaliser les objectifs communs de toutes les terres serbes, plus déterminé et plus préparé que jamais par le passé. » Fin de citation. Ce sont les mots prononcés par M. Stanisic et écrits dans un télégramme qu'il a envoyé au ministère de l'Intérieur de la République serbe de Krajina à Knin en juillet 1994. La présente affaire consistera à explorer la nature de ces objectifs communs de toutes les terres serbes évoqués par M. Stanisic dans son télégramme. Plus précisément, la présente affaire consistera à définir la nature de ces objectifs, à définir qui a partagé ces objectifs, quelles ont été les méthodes employées pour réaliser ces objectifs et, ce qui est plus important encore, quels ont été les crimes commis afin de réaliser ces objectifs. L'un des éléments de preuve les plus choquants qui sera examiné par les juges de la Chambre durant le procès est peut-être une vidéo dans laquelle on voit les images de 3 hommes et 3 jeunes gens qui ont été abattus dans le dos alors que leurs mains étaient liées par du fil de fer très serré. Capturés alors qu'ils s'enfuyaient de Srebrenica après la chute de la ville, nous les voyons marcher en silence et avec résignation vers le lieu où l'un après l'autre ils sont assassinés. Nous regardons les hommes qui les ont capturés, certains se moquant d'eux au cours de leurs derniers moments, d'autres adoptant un comportement faisant davantage penser à l'exécution d'une tâche de routine, et l'un d'entre eux se concentre sur la vidéo, sur les images des exécutions. Ici, sur la diapositive numéro 3, nous voyons le plus jeune, Dino Salihovic, quelques instants avant d'être exécuté. Le monde est plein d'effroi à cette image qui passe de façon incessante sur de nombreux programmes. Le jour viendra durant ce procès où nous devrons nous pencher une nouvelle fois sur ces images de mort, mais ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je tiens à vous montrer une partie différente de cette vidéo. La vidéo intégrale dure à peu près 2 heures. Et les images de cette vidéo que je veux vous montrer aujourd'hui, cet après-midi, semblent moins choquantes à première vue, mais après réflexion,
sont peut-être plus perturbantes encore que les images des exécutions, car elles révèlent que les auteurs de ces crimes n'étaient pas des paramilitaires payés, ce n'était pas une bande de criminels de droit commun, non. Les auteurs de ces crimes et des autres crimes visés à l'acte d'accusation faisaient partie d'un groupe bien organisé et bien équipé, autrement dit, des unités spéciales des services de sécurité de l'État serbe dans la République de Serbie. Les membres de cette unité étaient des hommes entraînés, bien équipés, bien payés, qui disposaient de tout ce dont ils avaient besoin, y compris de l'autorisation de rechercher, appréhender et assassiner les personnes de leur choix. Ce que l'on sait aujourd'hui au sujet des unités spéciales de la sûreté de l'État serbe, c'est que, et ce qui crée des interrogations dans l'esprit de nombreux Serbes, c'est la question de savoir comment il était possible que certains des crimes les plus graves commis pendant la guerre aient été commis au nom d'hommes qui étaient payés par le gouvernement, des hommes qui faisaient partie d'une unité gérée par les services de sûreté de l'État et le ministère de l'Intérieur de Serbie, et plus précisément par Jovica Stanisic et Franko Simatovic. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, la présente affaire, très simplement définie, consistera à examiner le comportement de deux hommes dont la responsabilité primordiale dans l'organisation, l'entraînement, le financement, l'équipement et la direction des membres des unités spéciales des services de sûreté de l'État serbe ont abouti à la commission de crimes odieux sur les territoires de la Croatie et de la Bosnie au nom de la protection des Serbes et au nom d'une volonté de donner à ces Serbes un territoire débarrassé des Croates et des musulmans. Il n'y a pas longtemps, un journaliste serbe a posé la question s'agissant des unités spéciales de la sûreté de l'État serbe, je cite, « Comment se fait-il qu'un groupe d'hommes dangereux et bien armés ait osé imprimer leur marque sur la destinée de toute une nation ?» Fin de citation. J'aimerais appeler votre attention sur la diapositive numéro 5 de la vidéo qui est diffusée en cet instant. Nous voyons ici en 1997 M. Stanisic et M. Simatovic célébrer leur travail en oubliant les souffrances que ce travail a provoquées. Ils sont en train de poser avec des membres actuels et passés de ces unités spéciales. Les fondateurs fiers de ce groupe d'hommes armés et dangereux ont donc osé imprimer leur marque, se corrige l'interprète, sur la destinée d'une nation tout entière. Les tensions qui ont provoqué le démantèlement de la Yougoslavie et les terribles violences interethniques qui n'ont épargné personne font encore l'objet aujourd'hui de débats très intellectuels ou menés au sein des populations, un débat qui ne fait pas partie de la mission qui incombe à la Chambre de première instance aujourd'hui. La Chambre de première instance n'est pas appelée aujourd'hui à juger de questions de ce genre et j'y consacrerai moi-même un temps limité. Car ce qui est au cœur de ce procès, c'est le rôle joué par M. Stanisic et M. Simatovic dans la commission des crimes commis en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Le rôle qu'ils ont joué dans ce plan destiné à recourir à la violence pour créer des modifications démographiques fondamentales sur les territoires de l'ex-Yougoslavie. Il n'est que juste de commencer cette mission en consacrant quelques instants à réfléchir à ce qu'étaient ces deux hommes pour commencer. Quelles étaient leurs obligations sur le plan juridique et quelles étaient les limites du pouvoir exercé par eux. M. Stanisic, comme M. Simatovic, étaient salariés du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie. Je parlerai de ce ministère pendant tout mon propos liminaire en me résumant à l'emploi du sigle MUP. Le mandat du MUP de Serbie consistait à
intégrer aux droits serbes des ministères que l'on voit ici évoqués dans la diapositive numéro 7. Le pouvoir juridique du MOUP était très comparable à celui de tous les ministères de l'intérieur du monde dans les pays démocratiques développés. Pour l'essentiel, le MOUP était responsable de la protection des citoyens et des habitants du pays, ainsi que des réglementations relatives au passage des frontières, à la délivrance des passeports et d'autres pièces d'identité. En bref, le ministère de l'Intérieur, le MOUP, était responsable de la sécurité et de la sûreté des personnes vivant dans la République de Serbie. L'une des divisions administratives du MOUP était le service de sûreté de l'État, à savoir la partie du MOUP dirigée par Jovica Stanisic. Cette section est également connue en Serbie grâce au sigle DB. La diapositive numéro 8 montre l'article 3 du règlement intérieur de la DB, article qui définit la mission de la sûreté de l'État comme consistant à recueillir des renseignements, des données et des éléments de savoir, donc des informations de façon générale dans le cadre du renseignement et du contre-renseignement relatif à l'extrémisme et au terrorisme, et également des renseignements relatifs aux, je cite, formes de menaces existant par rapport à l'identité historique, culturelle et nationale des Serbes résidant en dehors de la République de Serbie. Fin de citation. Ce qui établit de façon claire les limites juridiques de l'organisation à laquelle appartenait M. Stanisic et son travail qui consistait à recueillir des renseignements. Parlons de M. Stanisic et de la place qu'il occupait au sein du ministère de l'Intérieur. La diapositive numéro 9 présente un bref résumé de ses postes durant sa carrière. Jovica Stanisic est entré au MOUP en 1975. Son premier poste au sein du MOUP a été au service de sûreté de l'État, la DB, et même si pendant toute l'année 1991, M. Stanisic a été vice-chef de la DB, les éléments de preuve qui seront soumis dans la présente affaire montreront que dans la période visée à l'acte d'accusation, il était en fait, dans les faits, le chef de ce service de sûreté. Le 31 décembre 1991, avec l'intervention de Slobodan Milosevic, il a obtenu le poste de chef en bonne et due forme du service de sûreté de l'État. Comme vous le voyez, grâce à la diapositive numéro 10, M. Stanisic était responsable de la mise en œuvre du mandat du service de sûreté de Serbie. J'aimerais souligner le paragraphe, l'avant-dernier paragraphe. Il était chargé, je cite, d'organiser l'exécution des missions et de toutes les affaires relevant de la compétence de cette division dans une situation d'urgence. Mr. Groom, it's... Le président, Monsieur Groom, comme c'est toujours le cas, lorsque vous lisez, vous avez tendance à accélérer votre débat et les interprètes doivent pouvoir vous suivre. Ils en étaient arrivés à 2 lignes de retard sur vous. Donc je vous remercie de bien vouloir ralentir. Monsieur Groom, je le ferai. Monsieur le Président, je vous remercie. J'aimerais également souligner l'avant-dernier paragraphe où nous lisons les mots, je cite, « organiser l'exécution des missions et s'occuper des affaires relevant de la compétence de la division dans une situation d'urgence, de menace imminente de guerre et de guerre ». Fin de citation. Bien que le conflit fasse rage en Croatie et en Bosnie depuis 1991 et jusqu'en 1995, la Serbie n'a jamais à aucun moment déclaré l'état d'urgence ou l'état de menace imminente de guerre et par conséquent ce paragraphe n'est jamais entré en vigueur pendant la période visée à l'acte d'accusation. J'aimerais maintenant appeler votre attention sur la carrière de Franko Simatovic. La diapositive numéro 11 vous présente en résumé son curriculum vitae. Il entre dans la sûreté de l'État 3 ans après Stanisic, en 1978. Il travaille dans la section chargée de recueillir des renseignements.
Comme vous le verrez à la lecture de la description du travail de M. Simatovic, sur la diapositive numéro 12, il était principalement chargé de mettre en œuvre les projets liés au recueil de renseignements, de données et d'informations portant sur les menaces visant la Serbie. Alors que son mandat s'étendait également au recueil de renseignements au sujet des menaces perceptibles visant les Serbes d'origine qui vivaient hors de la Serbie, ce mandat ne prévoit aucune intervention par le recours à la force en dehors des frontières du pays. Les lois intérieures de la Serbie sont très comparables à celles de tout État, de tous les autres pays modernes. Ce sont des lois qui visent à circonscrire l'action des instances gouvernementales avec précision tout en prévoyant un équilibre du pouvoir. To repeat my request. Je vous répète une fois de plus ce que je vous demandais, Monsieur Groom. They are there to ensure Ils sont là pour veiller à ce que l'autorité de l'État ne subisse pas d'abus, ne soit pas mal utilisée. Sur le plan idéologique, Stanisic et Simatovic se sentaient en unité avec Slobodan Milosevic et son objectif qu'il avait pour le peuple serbe. Mais la législation serbe les empêchait de déployer leurs forces en tant que force de combat en dehors des frontières de la Serbie, à savoir en Croatie et en Bosnie. Lorsque la Croatie et la Bosnie-Herzégovine se sont déclarées indépendantes, la présence dans ces pays de l'armée yougoslave n'était plus légitime. Et Milosevic ressentit la nécessité de créer une force paramilitaire qu'il était possible de déployer clandestinement à l'extérieur de la Serbie et aussi en dehors des lois qui régissaient la Serbie. Une force militaire qu'il était possible d'utiliser au combat, mais aussi pour la charger de commettre les crimes qu'il était nécessaire de commettre pour exécuter l'objectif qu'avait Milosevic, à savoir la création de zones ethniquement pures en Croatie et en Bosnie. Le service de la sûreté de l'État, qui se livrait déjà à des activités clandestines d'obtention de renseignements, c'était un lieu logique où une telle unité pouvait être créée. Si l'État allait se livrer à un comportement criminel, il allait recourir à ses services secrets pour exécuter ce comportement. Objection de Maître Knobs. Est-ce là l'avis de l'accusation qui est ici exprimée ou est-ce que c'est une déclaration liminaire sans argument ou est-ce que c'est le moment de présenter sa théorie, la théorie de l'accusation de façon personnelle? Si c'est une déclaration liminaire par laquelle l'accusation fait part de l'avis qu'elle a sur les rapports existants entre les accusés, M. Milosevic et la DB, ou les objectifs poursuivis, une déclaration liminaire n'est-elle pas faite pour dire quels seront les moyens de preuve présentés à charge? Ce n'est pas censé être déjà une conclusion juridique ou un avis personnel de l'accusation. Le président, Maître, Monsieur Groom, est-ce que vous vouliez dire au juge ce que vous allez démontrer en présentant vos moyens ou est-ce que vous allez aller plus loin que cela? Réponse. Mais vous savez, il était important de faire savoir aux accusés quelle était la stratégie et la thèse défendue par l'accusation et aussi donner un aperçu des moyens de preuve. Le président, vous nous dites donc maintenant ce que vous voulez prouver, ce qui est à la base aussi de ce que vous avez retenu comme chef
d'accusation. Réponse oui. Le président, il n'y a pas de problème dès lors, maître Knotz, mais l'accusation devrait faire une différence entre ce qu'on vous montrez, les éléments de preuve, et ce qui est la thèse que va présenter l'accusation. Les chefs d'accusation, le président, à mon avis, il y a un lien. C'est quand même très imbriqué tout cela. Monsieur Combe, vous verrez que pour ce qui est des éléments de preuve, on peut les voir clairement car il y a des numéros 65 terres. Donc l'accusation, la défense pourra voir clairement ce qui est élément de preuve et ce qui est thèse que va essayer de démontrer l'accusation. Le président poursuivait tout en gardant à l'esprit ce qui semble être un souci du côté de maître Knopf. Poursuivez. Monsieur Groom, pendant toute cette présentation, l'accusation va vous présenter certains des personnages clés dans ce procès. Et chacune des personnes dont nous allons parler, c'est un membre clé de l'entreprise criminelle commune. Aux côtés de M. Stanisic et de M. Sematovic, où ce seront encore des membres de premier plan de la DB serbe et de ses unités spéciales. Vous entendrez longuement parler notamment de Slobodan Milošević. L'accusation a toujours dit que c'était lui la locomotive de cette entreprise criminelle commune. L'accusation va vous présenter des éléments de preuve qui vont démontrer le lien, le rapport de travail très proche qui existait entre ces deux accusés et M. Milošević. Nous sommes en octobre 1998. Stanisic est limogé par Milošević. À ce moment-là, Stanisic fait une déclaration publique. Vous la voyez sur la planche 13. Stanisic y déclare qu'il a fait son devoir dans le cadre des pouvoirs légitimes et constitutionnels qui lui étaient conférés. La Chambre, lorsqu'elle va se prononcer, devra dire si cette déclaration est exacte ou pas. Il dit clairement également qu'il s'est conformé aux vues du président Milošević, qu'il s'est rangé à ses côtés dans les années 90. Si vous regardez à la loupe la législation serbe de l'époque, vous verrez clairement que le dispositif trouvé entre ces hommes contournait la voie hiérarchique définie par la loi. Michael Kertész, tout comme Stanisic, est né à Bačka Palanka, en Serbie. C'était le chef du service de la sécurité dans une des plus grandes banques serbes, qu'on appelle la banque d'affinement. Et il a assuré le financement dont avait besoin Stanisic pour créer les unités spéciales de la DB serbe. J'aimerais que vous entendiez une conversation interceptée. Vous en trouverez la traduction à la planche 14. Nous entendons Kertész et Karadzic qui parlent des problèmes que rencontre Stanisic avec ses supérieurs légitimes, un certain Janackovic. Il laisse entendre que Milošević a eu tort de faire confiance à Janackovic. tragedije što sam... Da li osobu traži da se za svaki posao on pita? Ne, Sloba je dao odrešen ruke Jovici i meni. Međutim, on je Jovici šef i on Jovicu raspamećuje. Ne da mu baš ništa da radi. Jovica je zbudio, danas me 2 puta zvao i ne može zamisliti danas 50 komada su radi i tu 5 sati mu pustio. Mr. Groom, Le président, est-ce que vous pourriez donner lecture du texte en anglais? Parce qu'on n'entend que du BCS. Nous n'avons pas de traduction en français non plus.
ce qui veut dire que le compte-rendu n'est pas complet. Monsieur Crum, j'avais fourni le texte à toutes les cabines, mais je pense que je n'ai pas donné une copie des planches. Dès que j'ai ce texte, je le fournirai aux cabines. Le président, oui, je tenais à informer les parties de ceci. Si à un moment donné, vous diffusez une séquence vidéo, il faut que vous fournissiez à l'avance aux cabines la transcription de ce qui se dit. De cette façon, les cabines pourront interpréter. Quelquefois, vous savez que le débit d'un locuteur est tel qu'il n'est pas facile d'assurer la traduction. Et à ce moment-là, nous invitons les interprètes à faire ceci. Vous avez un des interprètes qui suit le texte qui a été donné par écrit, alors que l'autre, le ou la partenaire en cabine, va traduire partant de la transcription. Et au final, on a ainsi un compte-rendu qui est complet. Vous aurez tant l'original que les parties traduites pertinentes. Poursuivez, s'il vous plaît. Je vais demander, dit M. Grom, à Madame la greffière de nous donner la transcription. Et nous envoyons sur le champ une copie électronique également. Your Honor, we heard in this intercept Kertész saying that Milosevic. Vous avez entendu M. Kertész qui dit que M. Milosevic leur a donné à lui et à M. Stanisic carte blanche. J'aimerais maintenant vous montrer une séquence dont nous allons souvent parler dans ces propos liminaires. Ces images ont été filmées au cours d'une cérémonie commémorative au centre de formation Radislav Kostic à Kula, en Serbie. Ceci en mai 1997. Bon nombre des personnes qui sont à l'origine de la création de ces unités spéciales de la DB serbe et qui ont soutenu ces activités en Croatie comme en Bosnie étaient présentes à cette cérémonie. Au cours de cette séquence, Jovica Stanisic fait inspecter l'installation à M. Milosevic et il remet des médailles à ceux qui ont joué un rôle de premier plan dans cette unité. Le président, je vais demander aux cabines si elles disposent désormais du texte. Les interprètes de la cabine française ont désormais le texte et remercie le président de sa bienveillance. Written copies should be provided to the booth, and I share. Effectivement, il faut donner une transcription écrite aux cabines. Et moi aussi, je parcours les choses rapidement. Monsieur Crum, après la fin de l'audience, nous sommes venus dans ce prétoire pour faire un essai. On nous a dit qu'il n'y a pas de problème. Alors, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. J'ai une autre copie. Nous pouvons la donner à la cabine anglaise. Le président, attendons que le texte ait été remis à la cabine anglaise. Everyone's, yes. Et tout se passera bien. The usher is busy copying Lui, to take our time. Otherwise, we are. Lui, attention. Nous avons, les interprètes ont les documents maintenant. Copies for the chamber. Monsieur Crum, nous avons 6 copies pour les juges. Les interprètes précisent qu'ils ont maintenant le texte. And we'll replace those. Yes. Est-ce qu'on peut remettre... Everyone stays in this courtroom down. Si tout le monde reste dans le prétoire, les interprètes ne recevront jamais le texte. Loin de moi l'idée. Nous avons le texte.
our registrar. Your Honor, while that's being done, Mr. Groom, under those circumstances, I expect Le président, quand ce genre de choses se passe, je voudrais qu'un membre de votre équipe donne ce document aux cabines plutôt que de le faire par le greffier ou l'huissier, parce que je pense aussi que quelqu'un d'autre pourrait le faire. Je crois que vous avez dans votre équipe 4 personnes, dont des jeunes hommes musclés qui pourraient fort bien faire ce travail. the matter has been resolved. Tout est réglé. Est-ce que toutes les cabines sont prêtes? Ces images peuvent maintenant être diffusées. To be quite honest, Le président, franchement, moi je n'entends rien du tout. Monsieur Groom, Monsieur le Président, moi j'entends des grincements ou des couinements, mais on est venu hier soir pour faire une répétition, pour éviter tout problème. Peut-être que la régie a besoin de faire une petite pause pour régler ce problème technique, si c'est le cas qu'on nous le dise. Mais tous nos tests ont bien marché. Ce problème ne s'est pas posé l'année dernière hier soir, lorsque nous avons essayé de parer à toute éventualité. Mr. Groom, I suggest that we take the break. Pourquoi ne pas faire la pause maintenant, dit le président? On peut faire de nouveaux essais. Et nous reprendrons à 17h25. Merci, Monsieur le Président.